aux générations futures, je dirais qu'il y a un potentiel. Le tout, ce n'est pas à l'école. L'école, on parle à l'école jusqu'à un niveau. Et dans la pierre, on conserve notre culture. La pierre d'Embigou, c'est parce que mon père a sculpté la pierre d'Embigou. Donc, quand j'allais à l'école, après les études, chaque soir, j'ai bricolé. J'ai sculpté la pierre d'Embigou. Parce que c'était une passion pour moi. J'aime bien ça. Je m'inspire. Je suis vraiment inspiré dedans. Un savoir-faire ancestral taillé dans la pierre, entretenu au sein d'une coopérative créée il y a une trentaine d'années pour que ce minerai spécifique au Gabon porte son nom au-delà des frontières, un nom, une appellation qui a son explication. Pierre d'Embigou parce que c'est l'une des matières qu'on trouve uniquement au Gabon. Scientifiquement, on l'appelle la stéatite. Et pour la localiser, pour garder un côté original de cette pierre, nous l'avons donné le nom de pierre d'Embigou. La découverte de la pierre d'Embigou s'est faite vers les années 30 dans la province de Langounié, plus précisément dans le village Mbigou, et dans certains villages environnants qu'on appelle Dienga et Dibamba. On la retrouve également dans différentes provinces du pays, notamment dans le Moyen-Ogoué, dans l'estuaire et dans le Goué-Lolo. Ceux qui ont découvert cette pierre, ce sont nos patriarches, donc le défunt Milalkou, Tanga, Boupara. Pendant qu'il faisait la chasse, l'un d'eux avait perdu un instrument pour lui important, c'était une pipe. Elle s'était cassée au cours d'une partie de chasse au filet. Et donc c'est en voulant remplacer cet objet qu'il découvre une roche au bord d'une rivière. Et cette roche va être très friable, il va la travailler et va obtenir une pipe qu'il va vraiment prendre avec beaucoup de soin. Et c'est comme ça comment dans le village, la nouvelle va parcourir de bouche à oreille et des gens vont venir vers lui pour lui demander d'en entailler d'autres pipes. Et c'est comme ça comment les missionnaires qui venaient pour annoncer l'évangile dans le sud du pays, vers Makongogno, Dibouangui et Bongolo les Bamba, vont découvrir cet objet. Et c'est comme ça qu'ils vont demander au monsieur s'il pouvait reproduire certains objets qu'ils avaient dans leur possession. Et c'est comme ça comment donc la nouvelle va se répandre. Et le travail que ces derniers avaient fourni avait plu aux missionnaires. Donc ils venaient de temps en temps pour faire des commandes et pour ramener aux États-Unis, au Canada, à leurs amis et proches. L'exportation est désormais régulée et limitée à une dizaine de sculptures depuis l'inscription en 2003 de la pierre d'Embigou au patrimoine national. Pour qu'on ait de la pierre ici, il faut d'abord réunir un peu d'argent et puis on va soit à Lambaréné, soit à Edenia, ou même parfois en Mbigou aussi. Parce qu'il faut dire qu'il y a une variété de pierres. On trouve de la pierre rose en Mbigou, de la pierre qui tire au vert à Lambaréné et d'autres couleurs bleu, violet à Edenia. Et la pierre grise, blanche, à Oyane, vous prenez une branche qui va vers Edenia après les rails. Bon, donc il faut aller, et on rentre en brousse, on fait des sondes. Et quand on a trouvé une carrière, il faut amener des gars pour vous aider avec des baramines et tout. On creuse, on trouve, on la sort. Des fois, on sort la pierre à une profondeur de 2 mètres. Des blocs comme vous avez vu. Et il faut transporter avec
les paniers traditionnels qu'on appelait au détail. Donc on les prend comme ça, on les porte, on les amène en route. Et maintenant, on fait des tas. Et maintenant, il faut trouver une pick-up, un 4x4, parce que ce n'est pas toujours facile. Les routes, c'est des routes des forestiers. Vous voyez, c'est des gros engins qui passent par là et ce n'est pas facile. La pierre, si on l'achète sur place, elle est achetée soit par tas, parce que les gars qui ramènent la pierre, ils les vendent par tas. Un tas de pierres, c'est pratiquement 20 blocs, ou même moins, à 100 000 le tas de pierres. Et ici, sur place, il y a aussi des gars qui vendent des blocs, parce qu'il n'y en a pas en quantité, il y en a très peu. Ils vendent des blocs pour avoir un peu plus. On peut avoir un bloc de 5 000, de 10 000, de 15 000. Bon, donc sur un tas de pierres, on n'a pas un chiffre fixe. Le problème pour nous, c'est d'avoir 2 ou 3 fois plus ou 4 fois plus ce qu'on a dépensé. C'est-à-dire le tas de pierres, le polissage, parce qu'on paie les polisseurs. Et puis si on a dépensé dans le matériel comme la colle, les socles pour socler les pièces finies, et si on a dépensé en tout 300 000 francs pour réaliser tout le travail d'un tas de pierres, il faut qu'on ait ce qui est très normal, disons 600 000, c'est ça. Mais c'est un travail qui se fait dans les 1 ou 2 mois. Avec notre machette, on peut déjà donner la forme, donc faire l'ébauche de la pierre. L'herminette est un outil qui est fabriqué par l'artisan lui-même et cet outil nous permet de dégrossir la pierre et de donner les formes, de faire les arrondis et de pouvoir ressortir les parties que la machette ne peut pas faire ressortir. Une fois qu'on a fini cette étape avec l'herminette, on utilise le petit couteau. C'est un petit couteau de cuisine que nous transformons comme un cutter et qui nous permet de nettoyer la pierre, de la rendre peut-être pas beaucoup lisse, mais de la rendre déjà lisse au départ, en utilisant également la râpe au fur et à mesure que le travail avance. Ça, c'est l'objet avec lequel on finit. Les derniers petits détails là, après la râpe, comme le frère était au niveau de la râpe, après la râpe, on descend au petit couteau. Une fois qu'on a terminé avec le petit couteau et la râpe, cette étape terminée, on prend le papier de verre. C'est un papier que les mécaniciens utilisent, que les menuisiers utilisent, que les ébénistes utilisent. Mais nous l'utilisons aussi dans le cadre de polissage. On attaque donc la troisième phase qui est le polissage. On utilise le papier avec le numéro 320 ou bien le 180, le tout premier. Après on passe au 320, après on passe au 600 ou bien au 400 ou bien au 600 pour terminer le polissage. Et une fois que cette phase est terminée, nous prenons l'objet et nous la mettons sur le comptoir pour la commercialisation, pour la vente. Donc, voici en bref les différentes étapes de la sculpture de la pierre d'Imbigou avec le matériel traditionnel. Quand j'ai trouvé l'herminette et le petit couteau, et les râpes, les ciseaux, moi j'ai trouvé que c'était lent. C'était lent et puis on ne pouvait pas former tout ce qu'on voulait dans la pierre. C'est comme ça que j'ai amené la meuleuse. Ce que j'avais emprunté d'ailleurs chez un ami taulier.
Et j'ai vu que ça allait plus vite. Bon, et puis, pour dire, le matériel moderne, c'est-à-dire les machines, sont plus rentables. Pourquoi? Parce qu'on va vite. Au lieu d'une pièce qu'on fait traditionnellement par jour ou 2, à la machine, on peut faire 5 ou 6. C'est ça l'avantage. La fraiseuse, c'est une perceuse qu'on a adaptée, on a acheté un flexible qu'on commande. La plupart du temps, des fois, c'est des flexibles de dentiste. On travaille avec des matériels de dentiste, surtout les bras. Et comme ça, on a une fraiseuse. Et avec ça, on peut fignoler, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est un coût dans les machines, je dirais que ça varie entre une machine, entre 100 et 150, 200 000. Un coût qui peut être amorti par un achat groupé car les sculpteurs reversent 10% de leurs recettes à la coopérative pour son fonctionnement et les cas d'urgence. Loin du cœur créatif de la coopérative des produits artisanaux de Mbigou, le principal point de vente des sculptures est au centre de la capitale Libreville, au village artisanal où les touristes n'oublient pas d'emporter un souvenir. On devient artisan parce qu'on l'a dans le sang. C'est un métier noble, c'est un métier qui est promoteur, c'est un métier qui permet aux jeunes de vivre décemment comme un agent de l'État.